Selon la chronologie conventionnelle, les cités existent bien sûr depuis la plus haute antiquité. Elles étaient nées en Mésopotamie, à Sumer exactement, il y a fort longtemps. Au bas mot, il y a 5000 ans. Les conditions de leur éclosion sont apparemment parfaitement connues et décrites. Dans ces contrées situées entre le Tigre et l'Euphrate, écrasées par un soleil de plomb, on avait soudain développé des techniques d'irrigation des cultures. Les rendements agricoles s'étaient alors décuplés, ils avaient provoqué un accroissement des populations. Elles s'étaient sédentarisées au sein des premières cités. L'architecture de pierre s'y était développée ainsi que le commerce. L'écriture, le calcul, les lois et bien sûr la religion avaient suivi. La civilisation était ainsi née en Orient en moins 3000 de la chronologie conventionnelle. Le phénomène avait ensuite gagné l'Égypte dans la foulée, avec Memphis ou Thèbes, pour s'étendre à toute la Mésopotamie comme à Babylone. Plus tard, le sud de l'Europe connut les célèbres cités grecques, puis Rome en moins 753. Le dernier exemplaire de ces imposantes cités antiques fut Constantinople, fondée par l'empereur Constantin en 324. Dans une curieuse symétrie autour de l'an 0, Alexandre le Grand, mort en moins 323, créa l'Alexandrie égyptienne. Que se passait-il en Gaule pendant tout ce temps ? Bien entendu, les envahisseurs romains avaient essaimé leur urbanisme et, comme un refrain bien établi, ces cités allaient lentement péricliter tout au long du haut Moyen-Âge. Après avoir connu une urbanité de 3 millénaires, les populations allaient soudainement déserter en masse les villes pour réinvestir les campagnes. Si bien qu'à l'aube de l'an 1000, à part l'orientale Constantinople antidatée, plus aucune des cités que nous avait léguées la fabuleuse Antiquité ne pouvait décemment être considérée comme une ville. Ce n'est qu'après l'an 1000 que les historiens identifient un rebond salvateur en Occident. C'est ce qu'ils nomment l'essor des cités. Tout comme les châteaux forts, l'essor des cités médiévales est un chapitre incontournable des livres d'histoire. Entre les XIe et XIIIe siècles, l'Europe allait subitement redécouvrir ce qui avait fait le prestige de l'Antiquité, les cités. Que s'était-il donc passé pour qu'on redécouvre subitement en Occident ce qui était né il y avait 4000 ans en Orient ? L'explication officielle est on ne peut plus claire. Les rendements agricoles avaient soudainement bondi. On comprend à présent pourquoi. Grâce à de nouveaux outils de fer. La population avait alors subi une croissance remarquable. Cela avait provoqué la conséquence attendue, l'éclosion de cités nouvelles. L'architecture de pierre s'y était développée avec les fameuses murailles. Et puis, ce fut le tour de l'artisanat qui engendra un renouveau du commerce. Sans blaguer. Ne trouvez-vous pas là un air de déjà-vu ? En fait, ce sont exactement les mêmes marqueurs qu'à Sumer. Ce qui avait entraîné l'humanité dans la civilisation en moins 3000 en Orient avait exactement provoqué le même résultat, la création de cités. Ce saisissant parallèle est certainement rassurant pour les historiens académiques. Il semblerait juste qu'ils aient oublié un léger détail. Les 4000 ans qui les séparent. Or, c'est typiquement ce genre d'aberration qui est à la base même de la théorie récentiste. Peut-on réellement imaginer qu'il avait fallu 4000 ans à l'Occident pour qu'il rattrape enfin l'urbanité orientale ? Évidemment non. Pour un récentiste, de tels parallèles sont la marque évidente d'une falsification de la chronologie, d'un grossier copier-coller. Il conclura inévitablement que la vérité se trouve probablement dans l'histoire la plus récente, en l'occurrence dans celle de l'Occident. Ainsi, si les cités médiévales d'après l'an 1000 n'étaient aucunement une banale résurgence de temps ancestraux, elles changeraient radicalement de statut. Elles seraient au contraire un phénomène nouveau, inédit dans notre histoire. Ces villes naissantes seraient par conséquent les toutes premières cités bâties par l'homme. D'une importance
Crucial pour nos recherches, ces civitas médiévales marqueraient alors le repère initial tant recherché, celui du début de la civilisation. Ils nous ramèneraient invariablement aux mêmes pistes temporelles et géographiques. L'Occident médiéval d'après l'an 1000. À l'instar des châteaux forts dont nous avons pu établir l'origine grâce au mode castral, il nous faut à présent tenter de découvrir les origines de l'émergence de ces cités. Comment étaient-elles nées? Pourquoi l'humanité avait-elle subitement eu l'idée incongrue de s'entasser en nombre sur des territoires restreints, rompant totalement avec son habitat éparse ancestral? C'est dans l'uniformité géographique de l'implantation de ces premières villes que nous pourrions peut-être trouver un début de réponse. Elles possèdent en effet une caractéristique commune, celle de s'être établies en bord de mer ou de cours d'eau. Or, c'est un bien curieux choix. En privilégiant les sites en bord de cours d'eau, l'homme avait probablement investi les emplacements les plus inhospitaliers qui s'offraient à lui, des marécages. Ces terres boueuses sont instables pour l'architecture, impropres à l'agriculture, infestées de moustiques, soumises à des crues subites et souvent dépourvues d'eau limpide. Et pourtant, en dépit des désavantages certains que constituaient ces lieux hostiles, c'est bien sur ce type de terre humide, parfaitement inadaptée, que se sont implantées les cités naissantes. Il nous faut tenter d'en comprendre les raisons. La seule explication rationnelle à un choix aussi paradoxal réside probablement dans la présence même des cours d'eau. Ils sont en effet de véritables autoroutes commerciales naturelles. Ce seraient donc probablement des nécessités de transport qui auraient guidé l'homme à s'installer en bord de fleuve. Soit. Mais quelle marchandise nécessita subitement qu'on l'acheminât non plus par voie terrestre, mais par voie d'eau? Certainement pas des denrées alimentaires pour lesquelles le transport terrestre local suffisait amplement, même sur des routes chaotiques. Non, il fallait probablement qu'une marchandise nouvelle arrive sur le marché d'une provenance beaucoup plus lointaine, et que de par son poids, elle nécessite impérativement un acheminement par voie d'eau. D'après notre hypothèse forte, de quelle marchandise pensez-vous qu'il puisse s'agir? Sinon, du minerai de fer. Voici comment les faits auraient pu se dérouler. Une fois le lourd chargement arrivé à destination, il aurait été absurde de le travailler ailleurs que sur son lieu de débarquement. Les premières forges se seraient alors installées le plus naturellement du monde au bord des fleuves. Fournissant des outils révolutionnaires, elles auraient agrégé autour d'elles des artisans d'un nouveau type. Les innovations technologiques qui découlèrent de leur activité auraient attiré en masse une humanité toujours avide de progrès et de confort. Et sans doute aussi les aventuriers désireux de s'extirper des mains des seigneurs esclavagistes. L'air de la ville rend libre, disait-on à cette époque. C'est ainsi qu'autour des forges, la population aurait rapidement augmenté, attirée par l'espoir d'un progrès technologique et social. Cette foule aurait initié la formation d'entités nouvelles, des cités, un phénomène strictement inconnu auparavant. Il n'avait probablement qu'une seule origine, le fer. C'est ce minerai qui aurait guidé l'implantation des cités au bord des cours d'eau, non pas par choix, mais pour une raison beaucoup plus terre-à-terre, son poids qui nécessitait un transport fluvial. Ainsi, après la féodalité du Xe siècle, c'est à présent la naissance des cités au XIe siècle qui pourrait s'expliquer d'une unique manière, par la maîtrise du fer et le commerce de son minerai. Les innovations qui en découlèrent engendrèrent une irrésistible ascension des villes, initiant un processus qui ne s'est plus jamais démenti dans notre histoire. Au XIIIe siècle, la population urbaine s'était décuplée, si bien que par la force du nombre, on dut adjoindre un nom de famille aux prénoms ancestraux pour distinguer les individus. Et là aussi, nous pourrions dénicher la place prépondérante qu'avait tenue le fer à cette époque.